J'ai aimé un petit chat. Tom Walker a 12 ans, en cette année 1946. Il est le 6e de 11 enfants, mais il ne connaît aucun de ses frères et sœurs. Il ne sait pas leur prénom, et pour certains, il aurait du mal à les reconnaître. Pourtant, il habite sous le même toit, et 5 d'entre eux vont à la même école que lui. Une école primaire publique des environs de Cheyenne, la capitale du Wyoming aux États-Unis. Alors que se passe-t-il? Tom Walker est-il débile? Souffre-t-il d'une infirmité quelconque? Non, il est comme tout le monde, et il est même éveillé pour son âge. Mais si Tom Walker ne connaît pas ses frères et sœurs, c'est que sa mère le lui a interdit. Tout simplement. Madame Walker est une femme de stature imposante et peu gracieuse. Ce qu'on appelle communément un grand cheval. Et elle a depuis toujours isolé Tom de ses autres enfants. Ses 5 aînés et ses 5 cadets ont droit à tout l'amour dont une mère est capable et reçoivent, de sa part, les soins les plus tendres. Tom, lui, dort été comme hiver dans une cabane non chauffée, attenante à la vaste ferme de ses parents. Il n'a pas le droit de jouer avec les autres enfants Walker, ni même de les voir et de leur adresser la parole. Lorsqu'il va à l'école, il lui est interdit de revenir en même temps qu'eux. Il doit attendre leur départ avant de rentrer à la maison et aller directement à sa cabane, en évitant soigneusement les locaux d'habitation pour s'y enfermer et ne plus bouger. C'est une vie terrible. La raison de l'extraordinaire conduite de sa mère est une énigme aussi bien pour lui que pour les autres. Pourquoi cette monstrueuse discrimination qui le frappe? Mystère. Tom est-il un enfant adultérin? Peut-être, quoique dans ce cas, on ne voit pas pourquoi bien sa mère le rejetterait. Il serait tout autant le sien que les autres. C'est son père qui pourrait éprouver de l'animosité à son égard. Au fait, son père, que pense-t-il de tout cela, Monsieur Walker? Il n'est malheureusement pas possible de le savoir, il existe pourtant bel et bien, mais c'est comme s'il n'était pas là. Il n'a jamais émis la moindre critique, jamais fait la moindre remarque sur la question. D'ailleurs, il n'a jamais rien dit sur quoi que ce soit. Pour Tom, son père est tout autant un inconnu que ses frères et sœurs. Et le martyre de Tom Walker ne s'arrête pas là. Quand il était jeune enfant, sa mère le nourrissait juste assez pour qu'il ne meure pas d'inanition. Mais depuis qu'il va à l'école, elle ne le nourrit plus du tout. En fait, c'est un véritable souffre-douleur. Il n'a qu'à manger là-bas. Mais attention, Tom n'est pas inscrit à la cantine, comme ses frères et sœurs. Pas question de dépenser de l'argent pour lui. Et puis, s'il allait à la cantine, il pourrait parler avec les autres fils et filles Walker. Non, pendant l'heure des repas, il faut que Tom se débrouille. Alors, il parcourt les classes et les locaux vides à la recherche de sa pitance. Il ramasse une pelure de pomme ou un sandwich jeté dans une corbeille. Il vole des bonbons ou une autre friandise dans le casier des élèves. Voilà. C'est comme cela que, depuis des années, personne ne s'est aperçu de rien. Si Tom
où l'un de ses frères et sœurs avait parlé. On aurait su. Mais personne n'a parlé. Inutile de dire, dans ces conditions, que Tom est un garçon malingre et maladif. Il souffre de rachitisme, d'eczéma et d'asthme. Ses camarades se moquent de son physique ingrat, de ses membres déformés, de ses plaques rouges sur la peau. De plus, il est très myope. Il ne voit pas le tableau, ce qui le gêne considérablement dans ses études, car il n'a, bien sûr, pas droit à des lunettes. Comme il a de mauvais résultats et qu'il chaparde, les professeurs le prennent pour un vaurien et ils ne l'aiment pas. Nous sommes à la fin de l'année scolaire 1946 et Tom Walker a une grave contrariété. Il va quitter l'école primaire pour le collège. Malgré tous ses problèmes scolaires, ses notes ont été suffisantes. Incroyable, pour qu'il passe dans le secondaire. Or, aussi invraisemblable que cela paraisse, Tom se plaisait à l'école. Il y avait un ami, le concierge, Monsieur Olsen. Pendant qu'il était obligé d'attendre pour que ses frères et sœurs rentrent à la maison, Tom avait pris l'habitude de donner un coup de main au concierge et il s'était révélé incroyablement habile de ses mains. Il réparait les meubles, les serrures et tout ce qui peut se casser ou tomber en panne dans une école. Pour le remercier, M. Olsen lui donnait quelques sous, avec lesquels il courait s'acheter à manger, et aussi des gâteaux et des bonbons. M. Olsen lui avait appris à conduire, malgré son jeune âge. C'est auprès de lui que Tom a connu les seuls moments heureux de sa vie. Il a été tenté une ou deux fois de lui confier le secret de son existence, mais il ne l'a pas fait. De son côté, le concierge ne lui a jamais posé aucune question. En ce dernier jour de classe, Tom Walker s'entretient tristement avec son seul ami. « Qu'est-ce que je vais devenir au collège, monsieur Olsen ? Tu seras peut-être ami avec le concierge de là-bas ? Je suis sûr que non. Il ne sera pas comme vous. J'ai peur, monsieur Olsen. Veux-tu ne pas dire de bêtises ? Tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Tu n'es peut-être pas très fort pour les études, mais tu as des doigts d'or et un sens de la mécanique comme je n'en ai jamais vu. » Tom Walker hésite. C'est peut-être enfin le moment de parler, mais il pousse un sourire, baisse la tête et répète « J'ai peur, monsieur Olsen. » Malheureusement, les craintes de Tom se confirment dès son arrivée au collège. Le concierge est un petit homme désagréable qui l'envoie promener comme il veut aller vers lui. Sur le plan des études, cela ne change pas. Tom est le dernier dans toutes les matières, sauf à l'atelier où il écrase tout le monde. Ce qui change, c'est pour se nourrir. Le collège est mieux tenu que l'école. Les serrures des casiers ferment et il n'y a rien qui traîne, évidemment, dans les corbeilles. Et bien sûr, à la différence de ses frères et sœurs, Tom n'est toujours pas inscrit à la cantine. L'heure du repas devient vite un supplice pour lui. Les odeurs de nourriture lui sont insupportables. Et il prend l'habitude de se promener à l'extérieur de l'établissement pendant le déjeuner. Il rentre chez lui chaque jour, après avoir laissé ses frères et sœurs partir devant lui, le ventre désespérément vide. Tom Walker
est en train de mourir de faim. Alors, une nuit, il n'en peut plus. Il quitte la cabane qui lui sert de logis, prend des outils sur l'établi de son père et va cambrioler la cantine de l'école. Habile comme il est, il n'a aucun mal à dévisser la serrure. Il va droit vers les réfrigérateurs et commence son festin. Mais, dans son impatience, tiraillé qu'il était par la faim, il a fait du bruit. Il y a une lumière dans son dos et un cri. « Au lieu !» C'est le concierge avec une torche électrique et un revolver. Il a un sourire désagréable en découvrant Tom. « Toi ? Cela ne m'étonne pas. Tu m'as tout de suite fait l'impression d'un drôle de coco. » C'est ainsi que Tom Walker est expédié à la prison de la ville et que le lendemain, il se retrouve en compagnie de ses parents dans le bureau du juge pour enfants. Devant le magistrat, son père garde, comme à son attitude, le silence. On n'entendra pas le son de sa voix. Sa mère, au contraire, est volubile, intarissable. « C'est un bon à rien, monsieur le juge. Depuis qu'il est venu au monde, il ne nous a donné que des soucis. Gardez-le, enfermez-le, et qu'on ne le voit plus. C'est tout ce qu'on demande. » Après le départ de monsieur et madame Walker, le juge interroge seul le jeune voleur. « Tom, tu sais que c'est mal de voler. » Tom a un soupir sifflant à cause de son asthme. Il baisse la tête, sur ses épaules rachitiques. « Oui, monsieur. Alors pourquoi l'as-tu fait ? » « Parce que j'avais faim. »« On ne te donne rien à manger chez toi ? » ?»« Non, monsieur. »« Qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas bien de dire du mal de son père et de sa mère. »« C'est la vérité, monsieur. Mon père, c'est comme il n'existait pas. Ma mère, je voudrais qu'elle soit morte. » Intrigué, le juge décide de perquisitionner chez les Walker. Les époux ne sont pas là quand il arrive en compagnie des deux policiers. C'est leur fille aînée qui le reçoit. Elle lui montre le réduit où Tom était obligé d'habiter et elle lui apprend, sans manifester d'émotion particulière, qu'elle et ses autres frères et sœurs ont l'interdiction de lui parler. Horrifié, le juge décide la déchéance du père et de la mère de Tom. Le jeune garçon sera placé chez ses parents les plus proches, son oncle et sa tante maternelle, Bertha et Henry Malloy. Le mur du silence a été enfin rompu et la mère indigne a cessé de nuire. On pourrait croire que tout va s'arranger. Malheureusement pour lui, Tom Walker est né sous une mauvaise étoile. Bertha et Henry Malloy habitent une vaste maison des faubourgs industriels de Rapid City, dans l'état voisin du Sud Dakota. Au premier étage, ils disposent d'une vaste chambre, celle de leur fille Catherine, 20 ans, qui est vide depuis qu'elle a préféré habiter ailleurs. Seulement, ils ont décidé de la garder inoccupée pour qu'elle puisse y dormir quand elle vient les voir. Mais cela ne fait rien. Il y a un réduit au sous-sol, près de la chaudière. Oh, ça sera parfait pour loger Tom. Tout recommence comme avant. Tom ne se révolte pas, il a tellement l'habitude. Au contraire, il se réjouit de l'amélioration de son sort. Sa chambre est chauffée, et il est nourri. Et puis, sa tante, si elle ressemble physiquement à sa sœur, celle qui s'appelle aussi un grand cheval, n'a rien de comparable sur le plan moral. Elle est tout à fait effacée, insignifiante.
Pourtant, son soulagement va être de courte durée, et il ne va pas tarder à s'apercevoir que sa situation est bien pire, car il y a son oncle. Henri Malloy est une véritable brute, surtout quand il a bu. Dans ces moments-là, il est non seulement violent, mais méchant, cruel. Dès les premiers jours, la présence de Tom lui est totalement insupportable, odieuse. Il s'en prend d'abord à sa femme, comme c'est son habitude. « Qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là ? Pourquoi c'est nous qui héritons du fils de ta sœur ?» Les Malloy, ne supportant pas perdant dans l'histoire, car la justice les paye très correctement pour la pension de Tom. Mais peu importe. Henri fait de Tom son souffre-douleur. Bertha, qui était avant brutalisée par son mari, se garde bien de l'en empêcher. Avec l'arrivée de son neveu, la voilà tranquille. Tom ne la verra sourire que quand son oncle le bat. Et l'oncle Henri bat Tom tous les jours, ou presque, à coups de poing, à coups de pied ou de ceinturon, sans la moindre raison. Tom subit. Il n'a fait que cela depuis ses débuts dans l'existence. Subir. Les mois et les années passent. 2 ans. Tom Walker est maintenant dans une école catholique, car ces tortionnaires, ont des principes religieux. Il apprend ses prières avec docilité, mais il y a dans l'enseignement du catéchisme une chose qu'il n'arrive pas à admettre. Il ne le dit pas tout haut, parce que se faire remarquer n'est pas son genre. Mais intérieurement, il le répète. Non, ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas bon. Ce n'est pas vrai. Or, c'est à ce moment que Tom Walker découvre, non pas que Dieu est bon, mais qu'il lui arrive d'avoir des éclairs de générosité. En rentrant de l'école, il rencontre, boitillant dans le caniveau, un petit chaton à la patte cassée. Il ne peut pas le laisser ainsi, l'abandonner à son sort. Et puis, il est tellement mignon. Il le ramasse, le met sous son chandail et le ramène à la maison. C'est en arrivant dans son réduit qu'il lui trouve son nom. Chaboté. Dès ce moment, la vie de Tom est changée. Il a un compagnon. Avec Chaboté, il fait ce qu'il n'a fait avec personne. Il parle. Il raconte ses souffrances, sa solitude. Bien sûr, Tom a plus que jamais peur de son oncle. Il tremble qu'il découvre le chaton. Mais alors, il n'ose pas imaginer ce qui arriverait. Il le dissimule de son mieux, sous une pile de carton. Mais il faut le nourrir. Il va, la nuit, voler du lait dans la cuisine du pavillon. Il faut qu'il ne fasse ses besoins aussi. Il le fait sortir au petit jour, alors que son oncle et sa tante dorment. Son oncle surtout, qui s'enivre toutes les nuits et cuve son vin jusqu'à tard le lendemain. Cela dure ainsi 6 mois. Et puis, la catastrophe se produit. Il doit être 6 heures du matin. Tom sourit en accompagnant Chaboté qui trottine sur 3 pattes dans le jardinet quand, soudain, il y a un rugissement derrière lui. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est Henri Malloy, les yeux injectés de sang, la démarche titubante. Il rentre seulement maintenant à la maison. Il a dû passer la nuit au cabaret ou chez l'un de ses compagnons de beuverie. Il répète en butant sur les mots. « Qu'est-ce que c'est que cette saloperie ?» « C'est mon chat, oncle Henri. »
Mais je ne le laisserai plus sortir, je te le promets. Je l'enfermerai dans ma chambre. C'est ce qu'on va voir. Tom n'a rien le temps de faire. L'oncle s'est déjà jeté sur le chat et lui a tordu le cou. Il a un ricanement. Voilà ce que j'en fais, ta saloperie. En pleurant, l'enfant part avec le petit corps. La nuit suivante, avec les outils de son oncle, il lui fait un cercueil à sa taille et une croix. Puis, il va l'enterrer dans le jardin. Le matin, l'oncle Henri le surprend en train de réciter le Notre Père devant la terre fraîchement remuée et la croix. C'est un dimanche. Tom Walker n'a pas école. Il est aux environs de midi. En voilà des patrenôtres. Tu es cinglé? S'il te plaît, oncle Henri, ne te fâche pas. J'ai seulement fait une petite tombe pour mon chat. C'est tout. Henri Malloy a le même rire mauvais que quand il a tué l'animal. Il se rue en avant, fait voler la croix d'un grand coup de pied, ouvre la terre, prend le cercueil et le brise et s'en va. Alors il se passe quelque chose de fulgurant dans l'esprit de Tom. Tom Walker, le soumis. Tom Walker, l'éternelle victime, devient fou furieux. Il a tout supporté. La haine de sa mère, la faim à l'école, les coups de son oncle et même le meurtre de son chat. Mais la profanation de sa tombe, c'est trop. Trop. Son oncle range ses fusils de chasse dans la chaudière, juste à côté de son cagibi. Il n'a jamais pris aucune précaution, il ne s'est jamais méfié de lui. Qui pourrait se méfier de Tom? Celui-ci choisit la carabine à répétition, s'assure qu'elle est chargée et entre dans le pavillon. Les Malloy sont dans la cuisine. Par malchance pour elle, leur fille Catherine est venue leur rendre visite ce dimanche. Tom ne la connaît pour ainsi dire pas. C'est à peine si elle lui a dit 10 mots depuis 2 ans et demi qu'il est là. Aucun des trois n'a le temps d'esquisser le moindre geste. Tom tire et tire encore. Quand il n'y a plus de balles dans l'arme et qu'ils sont étendus dans une mare de sang, il va se livrer à la police. C'est d'une voix impersonnelle qu'il raconte son meurtre et qu'il conduit les policiers sur les lieux. C'est avec la même absence apparente d'émotion qu'il s'exprime un peu plus tard devant le juge pour enfants chargé de l'instruction. Il a décidé de ne pas parler de l'histoire du chat. À quoi bon? Qui pourrait le comprendre? Qu'est-ce que cela changerait? Le magistrat ne reçoit que des réponses laconiques à ces questions. Pourquoi as-tu tué ton oncle? Je ne l'aimais pas. Et ta tante? Je ne l'aimais pas non plus. Elle me faisait penser à ma mère. Et mademoiselle Catherine Malloy? Je ne sais pas, elle se trouvait là. Dans ces conditions, lors de son procès, on ne lui trouve aucune circonstance atténuante. De sang-froid, il a été chargé le fusil. Et sans aucune provocation, il a tué 3 personnes en train de discuter tranquillement dans leur cuisine. Selon la loi du Dakota du Sud, étant donné son jeune âge, Tom Walker n'est pas judiciable de la peine de mort. Mais à l'issue des débats, il est condamné au maximum, c'est-à-dire, selon la coutume américaine, 3 fois la prison à perpétuité de ces 3 meurtres. Tom est donc enfermé, peut-être pour le restant de ses jours. Mais
qu'est-ce que cela change pour lui? Ou plutôt si, qu'est-ce que cela change quand même dans son existence? En mieux. En prison, au moins, il est correctement nourri, il n'est pas battu. Pour le reste, il est aussi solitaire qu'avant. Et puis, après 2 premières années tristes et monotones, il se produit un petit miracle. Enfin. Il est affecté à l'atelier de la prison, où tout de suite, son habileté fait merveille. Il découvre les postes de radio et se passionne pour cette technique qu'il ne connaissait pas. Bientôt, tous les détenus prennent l'habitude de lui donner leurs appareils à réparer. Il le paye en cigarettes. Il ne fume pas, mais il les échange contre autre chose. Lorsque le prisonnier responsable de l'atelier est libéré, c'est tout naturellement que Tom prend sa place. Chacun l'apprécie dans l'établissement et lui-même devient moins renfermé. Il parle plus volontiers. Il n'y a que quand on lui demande pourquoi il a commis ce crime horrible qu'il se ferme. Quoique maintenant, il aimerait s'entretenir à ce sujet, mais avec un psychiatre sous le couvert du secret professionnel. Car aussi extraordinaire que cela paraisse, il n'en a pas rencontré, à part un bref moment, juste après son arrestation, pour savoir s'il était sain d'esprit ou non. Tom fait une demande pour avoir une consultation, mais le psychiatre de l'établissement est débordé et ne lui répond pas. Il n'est là qu'à mi-temps et il a trop à faire avec sa propre clientèle. Les années passent. Tom Walker a écrit à ses parents, mais ils ne lui ont jamais répondu. Il n'a jamais reçu la moindre visite. Son atelier de réparation s'est spécialisé dans la radio, puis dans la télévision, et est devenu le meilleur de tout le pays. Les autres pénitenciers envoient les appareils présentant des pannes difficiles pour qu'il les répare. Tom est tellement apprécié dans sa prison qu'il bénéficie du régime de sécurité minimum. Il peut se déplacer librement dans tous les locaux et sortir avec un gardien, notamment pour faire des réparations dans d'autres établissements pénitentiaires. Au bout de 19 ans, Tom présente une demande de libération conditionnelle. Il a 33 ans, et tout plaide en sa faveur. Il est devenu un des meilleurs spécialistes radio-télé du pays, et il a un avenir professionnel solide, et sa conduite est irréprochable. Mais sa mauvaise étoile ne l'oublie pas. La commission est présidée à ce moment par un vieux pasteur rigide qui a pratiquement refusé toutes les remises de peine qu'on lui demande. L'homme prend connaissance du dossier relatant le triple meurtre qu'il a envoyé derrière les barreaux et esquisse une grimace. Depuis 19 ans que vous êtes en prison, quels efforts avez-vous fait pour vous améliorer? Avez-vous cherché l'aide d'un conseiller? Un conseiller? Oui, un psychiatre ou un prêtre. Une fois, j'ai demandé à être entendu par un psychiatre, mais il était trop occupé. Et un prêtre? Vous êtes catholique, je crois. Il m'est arrivé de parler avec l'un d'eux. Walker, avez-vous demandé à Dieu de vous pardonner de votre crime? Vous êtes-vous repenti comme un vrai chrétien? Tom ne s'attendait pas à cette question. Il bredouille. Je regrette beaucoup d'avoir fait cela. Si vous êtes mis en liberté conditionnelle, pouvez-vous aller vivre chez vos parents? Non, monsieur, ils ne voudraient pas de moi. Vous seriez donc seul. Mais je pourrais vivre facilement. Je suis le meilleur réparateur radio-télé de tout le pays. Toutes les autres prisons m'envoient leur matériel pour que je les répare. Vous ne vous prenez pas pour rien à ce que je vois. Mais c'est la vérité, monsieur. Très bien, Walker.
Vous serez avisé en temps voulu de la décision. Tom sort accablé de la comparution. Il est certain que le résultat est négatif et effectivement, 2 semaines après, il apprend que sa demande est rejetée. Il a alors une grave crise d'asthme, comme il n'en avait pas eu depuis son enfance. Il est hospitalisé pour la première fois. Le médecin du pénitencier le connaît de réputation et le soigne avec humanité. Lorsqu'il est rétabli, il prend le temps de s'entretenir avec lui. Pour moi, votre asthme est d'origine psychologique. C'est sans doute ce que pense aussi le psychiatre. Je ne sais pas, docteur. Vous ne lui avez pas parlé de votre asthme? Je n'ai pas pu. Je n'ai jamais rencontré de psychiatre. Et Tom raconte ce qu'il a déjà dit. Il a fait une demande pour en rencontrer un 2 ans après son incarcération, mais ce dernier a répondu qu'il n'avait pas le temps. Vous avez été interné 19 ans sans voir un psychiatre? Oui, docteur. Mais c'est effarant! Et de toute manière, c'est illégal. La visite d'un psychiatre est obligatoire avant la comparution devant la commission des libertés conditionnelles. Le refus qui vous a été opposé sera annulé. Vous pourrez présenter une autre demande, mais avant, vous allez passer une visite. Et c'est ainsi qu'après 19 ans de détention, Tom Walker voit enfin un psychiatre. Il est reçu par un homme à la quarantaine chaleureuse, avec qui il se sent tout de suite en confiance. Il raconte, sans se faire prier, son enfance, sa mère, la cabane sans chauffage, l'interdiction de communiquer avec ses frères et sœurs, le vol à la cantine, le placement chez son oncle et sa tante, le meurtre. Il y a un silence et le médecin lui pose une question. Avez-vous vraiment aimé quelqu'un? J'ai bien aimé M. Olson, le concierge de ma première école. Je ne vous demande pas si vous avez bien aimé, je vous demande si vous avez vraiment aimé quelqu'un. J'ai aimé un petit chat. Racontez-moi cela. Alors, Tom éclate en sanglots. Et, pour la première fois, il dit toute l'histoire, qui est la cause du crime. Les tortures physiques et morales qu'il a endurées pendant toutes ces années, jusqu'à la profanation de la tombe, qui a tout fait exploser. Lorsqu'il a terminé, le psychiatre a un sourire. Je vais faire mon rapport. Et, croyez-moi, la commission vous accordera la liberté. C'est effectivement ce qui s'est passé, et d'autant plus facilement que le pasteur avait été remplacé entre-temps par quelqu'un de beaucoup plus ouvert. Tom Walker a été libéré 3 mois plus tard et s'est installé dans une petite ville du centre des États-Unis. Il a été d'abord réparateur radio-télé à domicile, puis avec l'argent qu'il a réussi à mettre de côté, il a monté un petit commerce d'audiovisuel qui est vite devenu prospère. Tom a préféré vivre seul, car, estimait-il, avec son physique et son caractère renfermé, il n'était pas du genre à trouver l'âme sœur. Mais, dès sa libération, il s'est choisi un ami qui ne l'a plus quitté. À l'un de ses gardiens, dont la chatte venait de mettre bas, il a demandé un chaton. Tom a quitté sa prison en compagnie d'un petit chat.